Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vais réactiver le son. Alors, Ludovic, tu peux réactiver ton son et tu vas pouvoir réactiver aussi La ta caméra, caméra. exactement. Voilà, super. Voilà. Alors, moi, je ne me vois pas. Euh, donc Alors, moi, déjà, je je te vois, t'entends. je t'entends. Ok, moi, je t'entends aussi. Et pourquoi je ne te vois pas? Pourquoi tu ne me vois pas? Bonne question. Alors, Euh, attends, ça marchait tout à l'heure. Ah, attends, bouge pas. Hop. alors, pour les personnes qui sont là, vous nous voyez tous les deux, vous nous entendez? Dites-nous dans le chat comment c'est pour vous. Je vais peut-être arrêter le partage d'écran déjà. Ah, voilà. Alors, moi, là, je te vois. Voilà. Très bien. Parfait. Et moi, est-ce que tu me vois? Et moi, je te vois. Ah, ok. Eh ben, moi, je ne me vois pas. Mais c'est pas grave. C'est pas très grave. Ah, si, c'est bon. Ok. Ok, ok. Parfait. La technologie, hein. C'est ça. Voilà. On apprend à travailler avec elle. Exactement. Attends, je vais peut-être mettre un petit peu de lumière. Voilà. Non, c'est pas terrible. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de bruit parasite. Lyon étant toujours en travaux et en Oui. restructuration complet, voilà, j'ai mis le casque. Normalement, ça devrait aller. OK. Bon, parfait. Super. Eh bien, bonjour à tout le monde. On est déjà une quinzaine, donc reliés, c'est cool, pour cette dernière journée d'interview du sommet. Donc, on va terminer avec toi et puis voilà, moi qui ferai le mot de la fin Très euh, bien. juste après, voilà, Parfait. en fin de matinée. Je vais commencer par te présenter et puis Mhm. ensuite on entrera dans le thème de cet échange. Allez, parfait. Alors, Ludovic, tu es praticien professionnel Mhm. spécialisé en shiatsu, en médecine chinoise antique et Mhm. en aromathérapie Oui, et tu exerces depuis 2003. exactement. En 2010, tu fondes le CRESEC, qui est le centre de recherche et d'enseignement en shiatsu et en énergétique chinoise Mhm. à Lyon. Et dans ce centre de recherche, en fait, tu vas proposer des formations complètes en shiatsu, en médecine chinoise antique et en aromathérapie. Tout à fait. Voilà. Tu as développé au cours de ces années, de ces 20 années de pratique une approche Mhm. unique Mhm. qui est le fruit de tes recherches et qui va intégrer une lecture symbolique du corps. Donc, c'est le thème qu'on va aborder aujourd'hui notamment. Ouais, Euh, le shiatsu, c'est le support technique de la pratique que tu enseignes. exactement. Et après, on a voilà, la médecine chinoise antique qui va, elle, apporter une dimension théorique et qui va se greffer sur le shiatsu. Et cette technique de soin, c'est une technique qui est douce, qui est respectueuse et qui va agir sur les trois champs de l'être, donc à la fois physique, émotionnel et psychologique, comme le concevaient les anciens Chinois. Exactement. Voilà. Tu as contribué aussi en tant qu'intervenant à l'unité pédopsychiatrique à l'hôpital du Vinatier à Lyon. Oui, tout à fait. Et puis, tu continues aussi en parallèle de ça à donner des séances Mhm. à Lyon. Oui. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent recevoir un shiatsu. Et puis, tu accompagnes voilà, certains profils, des profils neuroatypiques, hein, que ce soit Mhm. HPI, TDA, TSA. Mhm. Tu aimes aussi accompagner, on a eu euh, un échange hier avec Anne-Sophie Pruvot justement sur les troubles du cycle et sur l'accueil de la Oui, vie. Donc tu aimes accompagner aussi les couples oui, dans tout à fait. l'accueil de la vie, que ce soit sur des problématiques d'infertilité ou dans des parcours PMA. Mhm. Et puis tu accompagnes aussi, entre autres, au traitement, en tout cas à l'accompagnement du burn-out et de la Mhm. dépression. Oui, Voilà, tout à on reste fait. dans l'accompagnement, hein, je le On reste dans l'accompagnement, rappelle. tout à fait, exactement. C'est important. Voilà, nous ne traitons pas, nous accompagnons et nous sommes complémentaires Exactement. de la médecine et des thérapies classiques.
Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses que tu aimerais ajouter sur cette présentation? Non, bah écoute, je pense que tu as été très clair et que tu as fait le tour. Voilà, en termes de biographie, c'est parfait. Bon. Voilà. Alors, Si, on peut peut-être juste ajouter voilà, la formation en médecine chinoise antique et symbolique, mais ça viendra peut-être dans la suite de l'échange. Donc voilà, on en oui, reparlera plus tard. on en Ok. parlera à la fin. Voilà ce que tu Ouais, proposes et très puis bien. à qui tu proposes. Donc, quel est Ouais, le public ouais, qui tout peut à fait. effectivement se retrouver dans tes formations Ouais, ok. et dans la manière dont dont tu les, enfin, décomposes, dont tu les présentes à Oui, chacun. ok, pas de souci. Euh, alors, ma première question, c'est Mhm. le petit rituel de début. Qu'est-ce qui t'a amené au shiatsu? Qu'est-ce qui m'a amené au shiatsu? Alors, ce qui m'a amené au shiatsu, très clairement, c'est un mal de dos, c'est un lumbago que j'ai déclenché quand j'avais une vingtaine d'années, 20-21 ans. Et à l'époque, ben voilà, j'avais mal au dos, c'était un peu une fatalité, c'était kiné, c'était antalgique. En plus, à l'époque, je n'étais pas à Lyon, je vivais en Bourgogne, je travaillais dans les vignes, donc j'étais plié en deux toute la journée, ce qui pour le mal de dos n'arrangeait pas beaucoup, en fait. Voilà. Ça, c'est pour poser les bases. Alors, je m'intéressais déjà pas mal à tout ce qui était oriental, arts martiaux, médecine chinoise et shiatsu. Il y a plus de 20 ans, c'était compliqué, en fait. Il y avait quelques publications dans des magazines, il y avait des bouquins qui étaient sortis, mais j'avais pas beaucoup, voire pas du tout de praticiens vers chez moi. Donc, c'était quelque chose qui était très lointain. Et dans les vignes, un jour, j'écoutais la radio et je suis tombé sur une émission sur Europe 1 qui était animée par Marc Menant. Et ce jour-là, Michel Odoul, qui est devenu mon formateur par la suite, intervenait et parlait de la symbolique du limbago. Et ça m'a percuté véritablement. Et il y a eu une révélation à ce moment-là. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire en fait. Donc en fait, je me suis inscrit donc à Paris, à l'Institut français de shiatsu, sans avoir jamais reçu un shiatsu et sans vraiment connaître véritablement la technique. Je la connaissais parce que je m'étais acheté un bouquin de Masunaga, le fameux Zen Shiatsu, quelques années auparavant. Mais voilà, je l'avais feuilleté, il était resté dans ma bibliothèque et j'avais vraiment jamais reçu ce genre de soins. Donc j'y suis un peu allé la fleur au fusil, mais c'était d'une telle évidence que c'était parti, quoi. Alors moi, ce qui m'a vraiment par contre attiré en premier, mis à part la technique, c'est le côté symbolique en fait. C'est le côté symbolique et la dimension énergétique et la dimension du langage corporel. Le shiatsu, quelque part, était un plus qui s'est greffé là-dessus et c'est devenu un outil, un moyen d'intervenir sur le corps. Mais c'est vrai que moi, la recherche première était plutôt symbolique. Ouais. C'est ce qui fait que je suis allé me former justement chez Michel Odoul parce qu'il était le seul à proposer la double approche donc d'une pratique du shiatsu avec une présentation de la médecine chinoise qui était déjà globalement pas ce qui est proposé actuellement dans les cursus classiques avec une dimension symbolique très marquée. Voilà, c'est pour ça que je me suis dirigé vers cette école-là plutôt qu'une autre en fait. D'accord. Voilà. Euh, Est-ce que justement tu pourrais nous définir ce que c'est que la médecine chinoise antique? Oui, alors je vais essayer d'être synthétique. La médecine chinoise a beaucoup évolué, en fait, au fur et à mesure des siècles. On se retrouve maintenant face à un modèle qui a pris naissance après les années 1950. D'accord? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'évolution de la médecine chinoise, il y a une période de l'histoire où le communisme est passé par là. La médecine chinoise a failli disparaître au profit de la médecine occidentale. Mais il y a eu un soulèvement du peuple chinois et la médecine chinoise a été réinstaurée. Elle a été réintégrée à la condition qu'elle colle au modèle communiste des années 50, voilà, globalement. C'est-à-dire que toutes les dimensions propres à cette approche, qui sont les dimensions émotionnelles et psychologiques et historiques de l'individu, ont été enlevées. Donc la médecine, la MTC actuelle, la médecine traditionnelle chinoise actuelle, travaille quand même beaucoup et principalement sur le corps. Il y a quelques approches émotionnelles, mais ça reste quelque chose de très pathologique, de très symptomatique. Voilà, on traite des syndromes avec des formules de points, etc., etc. Alors ça fonctionne très très bien.
Il n'y a pas de souci là-dessus. La médecine chinoise antique, elle va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire qu'elle repart d'un modèle, je ne vais pas dire originel, parce qu'on n'a pas de traces véritablement de la manière dont ils pratiquaient cette médecine-là à l'époque, mais en tout cas, on réintègre l'individu dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il n'est pas qu'un corps, il n'est pas que des syndromes, il n'est pas que des symptômes, mais il a aussi toute une dimension émotionnelle et surtout, il a une histoire, en fait. Voilà. Et donc, si tu veux, la médecine chinoise antique, c'est déjà la prise en compte globale de l'individu sur ces trois niveaux-là, et c'est aussi et surtout la relecture des fonctions du corps, la relecture des notions de la médecine chinoise, mais en s'appuyant sur les pictogrammes archaïques. Ce qui donne une dimension beaucoup plus vaste, une dimension beaucoup plus ouverte finalement à tout ça. Et globalement, voilà, pour faire simple, c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. La médecine chinoise antique a aussi son système de bilan énergétique qui est un petit Mhm. peu différent de la médecine chinoise actuelle. En médecine chinoise actuelle, on a la prise de pouls, la lecture de l'œil, du visage, de zones réflexes, de la langue, etc. La médecine chinoise antique, elle, a pour outil d'objectivation des déséquilibres des palpations de points. Et ces palpations de points, on en reparlera peut-être plus tard, c'est eux qui vont amener à cette lecture corporelle, justement. Et c'est le corps du receveur qui va nous guider, finalement, par cette palpation, sur le niveau sur lequel il a envie qu'on aille travailler. Donc, quelque part, c'est le receveur qui nous guide, c'est le patient qui nous guide, c'est son corps qui va nous guider, et nous, on n'est qu'un vecteur pour permettre à la vie de recirculer en lui et de lui redonner la capacité d'affronter ce qu'il rencontre dans la vie et ce qui va être à l'origine de ces pathologies. Parce que, Mhm. effectivement, dans cette vision-là aussi, la maladie, la pathologie, le traumatisme est un signal, c'est une alerte. Voilà, c'est pas une fatalité, c'est pas mal, c'est pas bien, il n'y a pas de notion de valeur derrière ça. On est vraiment sur un signal qui est envoyé pour nous informer de quelque chose. Et l'idée avec la médecine chinoise antique et symbolique, c'est d'essayer de guider la personne sur l'origine de ça. Voilà. Et c'est effectivement, tu te rends compte que quand tu interroges le corps, chaque personne a sa sciatique. Mhm. Chaque personne a sa migraine, chaque personne a sa dépression, chaque personne a son burn-out, et que dans ce cadre-là, on ne peut pas utiliser de formule de points comme il y a en médecine traditionnelle chinoise actuelle. On va avoir une intervention complètement adaptée à la personne, en fonction Ouais. de ce qui a déclenché ça, en fonction de son histoire et en fonction des émotions bloquées par son histoire. Le corps, finalement, n'est que l'aboutissement de tout un processus de densification et de blocage, mais qui ont commencé bien en amont de ça. Voilà. Ouais. Pour résumer, Euh, c'est un petit peu près ça. Et comment tu as comment t'as cheminé en fait pour aller jusqu'à aller te former ou en tout cas chercher toutes ces infos sur la médecine chinoise antique? Parce que tu en as parlé, Hmm. enfin, t'as rencontré Michel Odoul, tu t'es formé avec lui, il y avait Oui, déjà cette approche oui, de langage du corps oui. dont il parle. Mais qu'est-ce qui t'a amené à, eh ben, à aller chercher plus loin et comment tu as découvert justement ce principe de la médecine chinoise antique? Alors, effectivement, Michel Odoul a quand même posé des très bonnes bases. C'est-à-dire qu'il nous a formés à un système qui, lui non plus, n'était pas symptomatique, qui se basait beaucoup sur les cinq principes, qui est la base et la porte d'entrée du système analogique et symbolique, propre véritablement au système chinois. Et puis, il a apporté, en plus de ça, sa grille de lecture et de décodage symbolique. C'est une grille de lecture que j'ai utilisée pendant 14 ans et que j'ai laissé tomber progressivement pour me diriger vers autre chose. En fait, j'ai toujours été curieux par nature et donc j'ai toujours cherché. Et en parallèle de ma formation à Paris, donc je lisais beaucoup de bouquins. Et puis j'ai découvert un auteur qui s'appelait, parce qu'il est décédé en 87, mais Jacques-André Lavier. Et Jacques-André Lavier avait sorti quelques bouquins et qui étaient un petit peu compliqués à lire au début, puis à force de cheminer, à force de relecture, il y a quelque chose qui résonnait en fait. Donc il parlait déjà de ces pictogrammes archaïques, il avait une vision de la médecine chinoise complètement différente de ce qui était proposé à son époque. Et effectivement, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours parlé. Voilà. Chez Michel Odoul, on l'abordait, on a commencé à aller progressivement vers ce qu'on va appeler l'esprit des points et l'analyse des points.
mais avec quand même une dimension psychologisante. Voilà, qui m'a vraiment beaucoup passionné à l'époque. Mais je ne sais pas, il y a quelque chose, je sentais qu'il y avait encore autre chose derrière ça. Et puis en 2017, des patients m'avaient parlé déjà depuis quelques temps d'un médecin, gynécologue, obstétricien, acupuncteur, qui avait une approche un peu particulière et puis qui faisait des choses bizarres, qui chassait les démons, qui présentait des aiguilles sans vraiment les planter, etc., etc. Et cetera. Et en fait, quand les patients me racontaient ça, je me suis dit, c'est pas possible, il a été formé par Jacques-André Lavier. Et donc, ce médecin, le docteur Mestralet, j'ai fini par le contacter. Voilà, j'ai tenté. Hein, voilà. Donc, je lui ai envoyé un mail, je me suis présenté, et puis ben, il m'a rappelé, il m'a dit, bah, si vous voulez, on se rencontre en fait. Donc, on s'est rencontrés. Moi, j'avais déjà commencé à travailler sur l'esprit des points antiques, hein, mais en me basant sur le pictogramme archaïque, et il se trouve que c'était aussi sa manière de fonctionner. Donc, on en a beaucoup parlé. On a beaucoup parlé des pictogrammes archaïques, qui sont des symboles, en fait, hein, véritablement. Et puis, de fil en aiguille, je me dis, est-ce que vous ne voulez pas me former? Bah, il me dit, non, mais moi, je forme que des médecins. En fait, j'avais promis à Lavier de former que des médecins, donc je forme que des médecins. Et puis, en fait, il a cédé. Voilà. C'est-à-dire qu'il a accepté de me former, et donc j'étais le premier non-médecin formé par Mestralet. Et je reprends aujourd'hui son enseignement, puisque bah, il arrive au bout et qu'il arrête. Donc c'est vraiment un grand honneur d'avoir été formé à cette technique. Alors cette technique, je l'ai vraiment accueillie parce que j'avais eu les bases avant qui ont vraiment servi de terreau à l'accueil de ça. Mais disons que dans la médecine chinoise antique et dans cette approche qui a été au début développée par Jacques-André Lavier et qui a été complétée par le docteur Mestralet, on est vraiment sur une approche du pictogramme pure, c'est-à-dire non psychologisante. Une approche du pictogramme qui ne vient pas, sur lequel on ne rajoute pas des données de psychologie actuelles. Voilà. Donc on est sur l'analyse de la forme, on est sur l'analyse du symbole et de ce que ce symbole peut bien vouloir dire. Sachant que ce symbole, on ne peut pas l'enfermer, c'est quelque chose de vivant et c'est quelque chose qui va évoluer en fonction de notre compréhension propre. Voilà. Donc voilà comment j'en suis arrivé là. Et puis ben, je continue la recherche voilà, sur un certain nombre de points, sur les notions de médecine chinoise revisitées justement à travers les pictogrammes archaïques, sur le rôle des fonctions physiologiques, qui sont un petit peu plus que physiologiques, à travers l'analyse du pictogramme archaïque. Et en fait, ça a enrichi une pratique, ça a enrichi une compréhension de l'individu, ça a enrichi une compréhension de l'histoire de l'individu, et ce qui peut à un moment donné bloquer et générer des déséquilibres et des symptômes. Voilà. Mhm. Ok. Euh, ces pictogrammes-là dont tu parles, ils ont plus de 3000 ans. Oui. Euh, on en trouve encore des traces. Enfin, il y a les livres de Lavier, justement. Et Alors, oui. j'imagine que c'est pas simple d'aller. Enfin, c'est un Non, travail d'archéologue. c'est pas simple. Lavier, on avait récupéré pas mal en Chine qu'il a donné à ses élèves. Donc moi, j'ai pu en récupérer pas mal, notamment les pictogrammes archaïques des 12 fonctions via le docteur Mestralet. Voilà. Sinon, la base référentielle de travail, c'est un dictionnaire qui n'est plus édité en France depuis très très longtemps, qui est encore édité en langue anglaise, mais qui est le dictionnaire Vigueur, qui est le dictionnaire des pictogrammes archaïques. Hein, voilà. Il y a l'idiot chinois de Kirill Rijik, première version, pas la nouvelle. La toute première version, c'est pareil, on en trouve de temps en temps quelques exemplaires voilà, d'occasion à des prix plus ou moins corrects. Mais sinon, en gros, c'est à peu près tout. Sachant que dans ces dictionnaires-là, l'analyse qui a été faite du pictogramme archaïque, c'est ce qu'on appelle une glose, c'est-à-dire c'est une définition, mais qui ne correspond pas forcément à ce que veut vraiment dire le symbole. Voilà. Donc, quand on n'arrive pas à comprendre le symbole, parce que des fois, il est quand même assez ardu à comprendre, hein, véritablement, il est basé sur des références de l'époque que nous, on n'a plus véritablement. En plus, il a potentiellement été modifié au cours de l'histoire, donc on s'appuie sur la glose, en fait, très clairement. Voilà. Sinon, on essaye d'analyser le dessin, voilà, le symbole propre, pour voir comment il résonne et de quoi il nous parle. Donc effectivement, c'est le dictionnaire Vigueur, c'est l'idiot chinois de Kirill Rijik, et c'est un autre livre qui s'appelle Le chant du cygne, où c'est pareil, tu retrouves
quelques pictogrammes archaïques. Voilà. Mais D'accord. les Chinois, maintenant, ne les utilisent plus et c'est ce qu'un représentant du parti avait dit au docteur Mestralet quand il était allé présenter la médecine chinoise en Chine. C'est rigolo que ce soit un occidental qui retourne là-bas leur présenter leur médecine archaïque. Mais le représentant du parti lui avait dit, en fait, la chance que vous avez pour cette médecine-là, c'est que vous n'êtes pas chinois. Parce qu'en fait, nous, on a oublié qu'on avait ces pictogrammes. Ils ne les connaissent plus, en fait. Ça ne fait plus partie de leur système éducatif. Et c'est une partie de leur histoire qui a complètement disparu, justement. Voilà. Donc, ces pictogrammes, même en Chine, vous les trouvez très, très peu. Donc, il reste véritablement le dictionnaire vigueur. D'accord. Donc, on croise les doigts. Des fois, on en trouve un exemplaire qui traîne. Ou pour ceux qui parlent couramment anglais, ben, autant l'acheter en anglais. Voilà, il existe. C'est une base, en tout cas. Mhm. Voilà. Ok. Euh, et du coup, comment, comment tu intègres en fait cette médecine chinoise antique dans ta séance? Alors, ça a été une adaptation, parce que c'est vrai que donc moi, à la base, ma formation originelle, c'est le shiatsu. Mais la médecine chinoise antique, en tout cas telle que la pratiquait Lavier et le docteur Mestralet, c'est de l'acupuncture. Hmm. Voilà, donc on n'est pas du tout sur le même référentiel et le même mode d'action. Sauf qu'en fait, il s'est trouvé que cette palpation de points pour établir le bilan, bah, elle se calait très bien à notre pratique en shiatsu. Donc, j'ai toujours une base de travail générale qui a évolué aussi progressivement avec le temps à laquelle j'intègre la palpation de points, qui va être le moment du bilan. Et puis après, on arrive sur un travail classique de travail de point d'acupuncture, c'est-à-dire on réinforme le corps par un travail subtil, subtil du point. On peut utiliser de l'armoise, hein, des moxas pour éventuellement stimuler, mais 98% du travail se fera manuellement et de manière très très douce. Effectivement, on est sur un système qui est dans une optique de réinformation. Parce que via les points d'acupuncture, on réinforme un système et on part vraiment du principe que le corps de l'autre, donc le corps avec un grand C, hein, psychisme, émotion, physiologie, c'est voilà, moi je l'appelle le corps avec un grand C, a toutes les ressources nécessaires pour s'auto-guérir, pour s'auto-réguler. Il faut juste le réinformer, il faut juste lui redonner la capacité de le faire. Donc en fait, finalement, ma pratique actuelle, c'est la fusion de la médecine chinoise antique version acupuncture, sauf que moi j'ai enlevé les aiguilles, puisqu'en shiatsu on a des techniques de travail des points qui sont aussi efficaces qu'une aiguille, sauf que ben, voilà, c'est plus subtil. Et j'ai gardé par contre une partie de travail global. Voilà, donc c'est vraiment une fusion de ces deux approches-là. Et en fait, très étonnamment, ça s'est vraiment très bien intégré et très bien imbriqué. Bon, bah, je crois qu'il n'y a pas de hasard, hein. La rencontre devait se faire et puis l'évolution devait se faire aussi. Et en fait, si tu veux, ça a été très intéressant parce que finalement, l'acupuncture en France, dans la loi, hein, et ça se resserre de plus en plus, normalement, ne peut être pratiquée que par des médecins. Donc nous, en tant que pratiquants de médecine alternative, d'approche alternative, je ne sais même plus comment on peut les appeler maintenant, il faut quand même qu'on soit carré et respectueux de la loi et d'un certain nombre de choses si on ne veut pas avoir de problème. Donc moi, les aiguilles, je ne les ai jamais enseignées. Mais avec les techniques shiatsu, justement, ça permettait d'appliquer ces techniques ancestrales avec la main, avec justement cet outil-là, qui en plus, quand tu regardes la médecine chinoise et l'évolution de la médecine chinoise, est un outil central et référentiel. C'est-à-dire que dans les textes classiques, on t'explique que dans la région du centre, donc symboliquement au centre de tout, c'est la main qui était l'outil principal. Après, tous les autres outils sont des outils satellitaires et qui sont arrivés beaucoup plus tard dans l'histoire. La médecine chinoise antique, c'est moins 3000 à peu près, hein, parce que voilà, on se situe à peu près dans ces moments-là. L'apparition de l'aiguille en métal, c'est moins 500. Donc pendant au moins 2500 ans, ils n'avaient pas d'outils, ils n'avaient pas d'aiguille, ils n'avaient pas de moxa.
On ne sait pas vraiment en fait comment il travaillait, mais les textes nous disent que l'élément central et référentiel, c'est la main et qu'après gravitent des outils. Donc finalement, dans l'absolu, d'utiliser la main, on se rapproche encore un petit peu plus des origines et surtout, ça ouvre cette pratique à tous les gens qui ne sont pas acupuncteurs, qui ne savent pas planter une aiguille et qui ont comme outil leurs mains, mais que ce soit du shiatsu ou que ce soit du tuna, du magnétisme, de l'ostéopathie, même de la kinésithérapie et autres, quoi. Voilà. Ouais, Donc ça ouvre des portes et ça ouvre des champs de pratique. d'accord. Ça, on y reviendra un Ouais, petit peu après, justement, dans les formations que tu proposes et le public ouais. qui Mm. peut s'y intéresser. Euh, on, on va juste peut-être expliquer de manière extrêmement concrète Ouais, comment tu fais une séance, parce qu'en fait, on a pas mal de praticiens qui écoutent le sommet. ouais, On a eu aussi des commentaires dans les interventions. Il y en a qui travaillent sur les méridiens, il y en a qui travaillent ouais. plus en énergétique, certains qui font vraiment, enfin, les pressions en se détachant du méridien. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup d'approches. Beaucoup d'approches. Euh, et je pense que ça peut être intéressant que, voilà, concrètement, dans une séance, comment ça se passe, alors, Alors, de manière concrètement, large, hein. de manière large. Alors, concrètement, dans une séance, donc déjà, il y a une partie de discussion avec la personne. Voilà. On check ses antécédents médicaux, on check ses traitements, pourquoi il vient nous voir. Et puis, une fois que c'est fait, la personne s'allonge. Donc là, c'est une séance classique, donc travail global du corps, hein, pour commencer à faire un équilibrage, un premier équilibrage de terrain. Donc moi, effectivement, voilà, j'ai fait évoluer ma pratique, il n'y a plus de pression. Voilà, moi, c'est juste de l'activation de points, c'est très doux. Une fois que le travail global de rééquilibrage est fait, j'interroge le corps. Donc pour ce Alors, faire, juste je vais... Ouais. ce travail global de rééquilibrage, en fait, tu le fais sur le dos, hein. Tu Exactement, travailles les points je le choux fais du sur le dos. dos à travers tous ces points de part et d'autre de la colonne vertébrale qu'on appelle les points de choux dorsaux, qui sont des points qui sont quand même assez fondamentaux pour un travail de rééquilibrage. À l'origine, c'était des points qui étaient montrés aux praticiens après une dizaine d'années de pratique. Donc nous, maintenant, on les montre tout de suite, mais ils étaient estimés comme étant tellement efficaces qu'il fallait déjà avoir de la pratique avant de pouvoir les travailler. Donc nous, l'avantage, c'est qu'on les intègre tout de suite. Donc effectivement, c'est un travail d'activation de tous les points de choux dorsaux sur la première chaîne vessie, donc pour les fonctions physiologiques, et sur la deuxième pour les dimensions psychologiques. Voilà, parce qu'il y a une chaîne physio et une chaîne plutôt en lien avec le ciel et la psychologie. Voilà. Donc ça, c'est le premier aspect du travail. On peut intégrer ou pas des étirements. Voilà, en fonction des blocages, en fonction de ce que le corps demande, c'est pas obligatoire, mais ça peut être une aide aussi pour débloquer la structure physiologique. Une fois que ce travail-là est fait, donc la personne se retourne et là arrive la palpation des points. Donc globalement, je palpe une trentaine de points qui m'amènent soit sur la dimension physiologique, soit sur la dimension émotionnelle, soit sur la dimension psychologique et historique de l'individu. C'est là où il faut faire et commencer à apprendre à faire un tri pour voir sur quel champ on va aller travailler et sur quel champ prioritaire le corps appelle. Et une fois que cette palpation est faite, c'est assez rapide, hein. C'est un bilan qui prend allez, quand on est habitué à palper les points, ça prend une minute 30 hein, pour faire un check complet du corps. Et c'est ça que j'ai trouvé assez fabuleux, c'est qu'en une minute 30, on sait très précisément sur quel niveau il faut aller travailler. Et puis ensuite, ben, arrive la partie de régulation. Donc là, voilà, on libère les points qui ont besoin d'être régulés, on chauffe et on donne à manger aux points qui ont besoin d'être stimulés, et puis après, on rajoute des points en plus bah, pour aider la personne en fonction de sa problématique et pour l'aider à réinformer un système et à relancer des dynamiques qui sont bloquées. Voilà. Donc en fait, le travail sur le corps à proprement parler dure il est beaucoup plus court que dans une séance de shiatsu classique. Il dure entre 25 minutes en moyenne. Voilà, donc c'est assez rapide. Comme on est dans un système d'information, il ne faut pas surcharger le corps. Donc le travail doit être synthétisé, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'une fois que la personne se relève, se rhabille, moi après, je lui fais un décodage symbolique de ce que son corps a raconté. Parce que, en fait, dans la palpation de points, donc on a
une information énergétique sur quoi aller travailler, sur quoi réguler, mais on a aussi un message qui est donné. Et c'est là où il y a toute la spécificité, je vais y arriver, de la médecine chinoise antique, c'est-à-dire que les points qui nous parlent sont des symboles. Un point d'acupuncture, maintenant, il est nommé par un numéro associé à une fonction. C'est une nomenclature internationale pour que tout le monde parle la même langue et situe le même point. Avant, il avait un petit nom chinois qui était très poétique, voilà, mais qui globalement, soyons honnêtes, ne veut rien dire. On repart sur le pictogramme archaïque. Et le pictogramme archaïque, lui, c'est un symbole. Et le symbole, il parle. Et chaque point qui se réveille au cours de la palpation, c'est un symbole qui s'adresse à nous. Voilà. Et en fait, c'est ces symboles-là que je vais décrypter à la personne. C'est-à-dire que je vais lui raconter une histoire, qui est l'histoire que son corps m'a racontée. Et c'est ça qui va lui permettre à un moment donné de comprendre l'origine de ce qui lui arrive et de trouver des moyens aussi, elle, dans sa vie, de rectifier ce qui ne va pas. Sachant qu'on n'est pas dans une lecture de marc de café, c'est pas magique. Le corps ne parle pas d'événements à proprement parler. Il ne me dit pas, voilà, cette personne, tel jour à telle heure, elle a vécu telle chose. Par contre, elle dit, voilà, cette personne est bloquée sur ses croyances qui ont été générées par un vécu qui a produit une blessure et la plaie n'étant toujours pas cicatrisée, la personne n'arrive pas à avancer dans la vie. Voilà globalement ce que peut être un message du corps. Moi, je sais ce que le corps m'a dit, mais je ne sais pas quelle place ce message va prendre dans l'histoire de l'individu. Et c'est pour ça que le dialogue post-séance est important. C'est que moi, je vais lire ce que le corps m'a dit à travers des symboles, voilà, et la personne va le réintégrer dans son histoire. Et là, on recrée une boucle. Sachant que, voilà, je pourrais le garder pour moi, juste faire un travail de rééquilibrage pur et simple. Par contre, comme c'est le corps de l'autre qui m'a parlé, je me fais aussi un devoir de lui réexpliquer ce que son corps m'a dit. Mm. Voilà. Même si c'est une part de lui qui m'a parlé indirectement par un biais corporel, mais il ne l'a pas conscientisé. Donc l'idée, c'est qu'il le reconscientise et qu'il replace tout ça dans son histoire de vie, dans sa globalité. Voilà. Ouais. Et là, Euh, effectivement, on avance pas mal. Donc, je m'appuie plus sur des, comment dire, sur des symboliques, on va dire, toutes faites, sur une grille de lecture symbolique toute faite. C'est complètement libre par rapport à la personne et à ce que son corps me dit. Des fois, il ne parle pas. Des fois, il parle beaucoup. Des fois, il clignote vraiment beaucoup. Et puis, des fois, il y a des petites infos qui sont envoyées comme ça, par-ci, par-là. Et on voit, en fait, avec la personne, ce qu'on peut en faire et ce que ça signifie dans son parcours. mm. Voilà globalement comment se passe une séance. Et puis généralement, voilà, je revois les personnes un certain nombre de fois. C'est très rare qu'on fasse qu'une seule séance. Voilà, globalement, surtout voilà, dans des suivis de profils neuroatypiques où c'est plutôt un travail de terrain, dans des suivis bah, pour des problématiques d'infertilité, notamment, on fait au moins 3 4 séances pour faire de la place. Hein, voilà. Puis après, bah, pour tous les autres problèmes, en fait, on voit et on adapte. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, si tu veux, dans la prise en charge et dans le suivi et dans l'accompagnement de tout un tas de pathologies, quelque part, on démarre sur une page blanche. On ne sait pas. Voilà. Quelle que soit finalement la problématique de la personne, on ne sait pas ce que le corps va nous dire. Donc là, il faut vraiment lâcher, il faut vraiment s'adapter, il faut vraiment se mettre au service du corps de l'autre. Voilà. Et écouter ce que le corps de l'autre a à nous dire. C'est pour ça que on demande souvent, mais est-ce que vous prenez en charge ci ou ça? Je dis oui, en fait, venez. Voilà. C'est-à-dire que je ne vais pas traiter l'infertilité de cette personne-là, je vais traiter cette personne-là. Je vais accompagner cette personne-là. Et c'est son corps qui va me dire, ben, pour tel problème d'infertilité, eh ben, va travailler sur la dimension émotionnelle, ou va travailler sur la dimension historique, ou au contraire, reste sur la dimension physio, parce que c'est là-dessus que ça se joue. Voilà. Mm. Et c'est ça qui est un petit peu l'originalité de cette pratique, c'est que c'est une page blanche et qu'à chaque séance, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre, ou alors un chapitre qui se continue. Ça dépend. Voilà. On s'adapte à la vie, en fait, qui change en permanence. Ce qui est hyper intéressant dans cette approche, en tout cas dans le décryptage que tu fais à la fin de la séance, Mm. bah, tu expliques en fait le pictogramme, hein, le symbole qui s'est révélé à travers les points. Euh, mais en fait, tu laisses à la personne son propre chemin derrière.
Oui. tu lui as dit, tu l'as dit, hein, as une grille de lecture générale. Mm. Et l'idée, c'est que chacun puisse s'approprier en fait sa propre histoire, se réapproprier sa Exactement. propre Mm. histoire. Et nous, en tant que praticiens, on ne va pas aller lui traduire avec nos filtres, avec ce qu'on aurait pu entendre dans un C'est ça. entretien. L'idée, c'est vraiment de rester euh, neutre et à distance, en fait, hein, Oui, pour laisser totalement. à la personne, en fonction de son degré de conscience, de là où elle C'est en ça. est, de son chemin, de comprendre en fait ce que le corps veut lui dire. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce qu'effectivement, les conseils qui s'appliquaient à moi s'appliquaient à moi. Ça s'applique pas forcément à l'autre. Et c'est ça l'avantage de l'approche symbolique, si tu veux. C'est Alexandre Jodorowsky qui disait que le symbole s'active au niveau auquel en est le chercheur. Mm. C'est-à-dire que moi, je vais comprendre le symbole à mon niveau de compréhension et d'évolution, mais quand je vais l'expliquer ou le dessiner, hein, il m'arrive de dessiner le pictogramme d'un point à quelqu'un pour vraiment qu'il comprenne de quoi on parle, il le comprendra au niveau qu'est le sien. Et c'est parfait. Voilà, il n'y a pas besoin de forcer la chose. Le symbole étant agissant et créant des liens internes dans la personne, il fera son travail, en fait. Et effectivement, j'évite de donner trop de conseils. Moi, vraiment, mon positionnement, c'est de traduire et de reverbaliser à la personne ce que son corps m'a dit. Voilà, pour qu'elle redevienne autonome dans la gestion des choses et qu'effectivement, elle le comprend, elle le prend au niveau qu'elle sien. C'est des graines qu'on sème, c'est des graines qui germent, ou des fois ne germent pas, ou germeront beaucoup plus tard, mais en tout cas, les graines sont semées. Mm. Voilà. Et effectivement, le fait de se réapproprier son histoire et sans aucun jugement de valeur, parce que ça, j'insiste aussi beaucoup dans les séances, l'idée, c'est de ne pas culpabiliser, l'idée, c'est de ne pas charger, c'est de ne pas s'en vouloir d'un certain nombre de choses. Je crois qu'on fait tous ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on rencontre certains événements. Mais l'idée, c'est par contre, à un moment donné, effectivement, de se le réapproprier et de voir ce qu'on en fait, en fait. Et finalement, le travail sur les points, le travail du réinformation de corps, va permettre à la personne de transformer ses vécus qui, à un moment donné, ont généré des blocages, sauf que ces blocages, c'est de l'énergie, c'est de la vie qui ne circule plus, donc qui, quelque part, est à disposition. Voilà, donc à un moment donné, cette énergie bloquée à disposition, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la laisse bloquer ou est-ce qu'on la saisit pour générer une transformation et relancer certaines dynamiques de vie qui n'arrivaient plus à se mettre en place. Voilà, Mm. c'est vraiment ça l'idée. Et en fait, en tant que praticien, notre rôle, c'est vraiment Mm. Mm. voilà, de retranscrire et de laisser l'autre autonome dans la gestion de son histoire, tout simplement. Ouais. Voilà. Juste donner un sens, en fait. Et puis, Mm. comprendre qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on est libre à tout moment, si tu veux, de faire quelque chose. Je vais prendre un exemple très simple de médecine chinoise antique. La notion de Tao, notamment. Donc la notion de Tao, c'est une notion propre à l'Orient, mais qu'on retrouve aussi chez nous, hein. C'est le logos de l'évangile de Jean, hein, le Tao. C'est exactement la même chose, si tu veux. Dans la traduction actuelle, c'est la voix, c'est le mouvement. Bon, bah d'accord, ok, c'est la voix, c'est le mouvement, mais c'est bien, mais ça veut tout dire et rien dire en même temps. Tu as un premier pictogramme archaïque qui représente un pas qui se met en mouvement en fonction du mouvement solaire et la tête d'un chaman à côté sur le deuxième pictogramme avec des cheveux qui pointent vers le ciel. Donc déjà, un de ces pictogrammes-là nous dit vraiment, c'est pas vraiment la voix. C'est-à-dire que c'est une capacité à se connecter à quelque chose de subtil. Alors quand on parle de quelque chose de subtil, on n'est pas dans quelque chose d'évanescent et d'ésotérique, hein. C'est quelque chose d'interne, hein. Ça ramène toujours en intériorité, voilà, et qui peut potentiellement nous mettre en mouvement. Mais il faut être à l'écoute de ça. Mais il y a un pictogramme encore plus ancien de ça, du Tao, qui est très très peu connu, tu as une partie qui représente un carrefour. Donc, comme si tu avais deux équerres qui se superposaient, c'est tracé au cordeau, c'est des ornières tracées au cordeau. Et puis, l'autre pictogramme représente une main ou un pied, ça dépend des représentations. Et au-dessus de cette main ou de ce pied, il y a un œil qui est dessiné. Et en fait, qu'est-ce que nous explique le Tao? Le Tao nous explique que dans la vie, on a le choix. Et à tout moment, on a le choix. Soit on fait le choix d'agir ou de se diriger en fonction des ornières
qui sont d'un côté, donc tracés par notre histoire de vie, par nos ancêtres, par nos familles, par notre éducation, etc. On suit une voie tracée. Le problème, que si on suit une voie tracée, ça va nous amener dans une direction. Par contre, on a peu de champ de manœuvre par rapport à une possible évolution. Ou alors, qu'est-ce qu'on fait? On élève le regard, on élève la conscience, et en élevant ce regard et cette conscience, on choisit d'agir ou d'aller dans la direction qui nous est propre et qui nous appartient. Voilà. Tu vois qu'on est loin de la voie et du mouvement, en fait. Mm. Voilà. Et en fait, toutes les notions de la médecine chinoise sont comme ça quand tu les revisites à travers les pictogrammes archaïques. Et en fait, donc, cette notion de Tao, dans l'absolu, cette notion du logos, hein, du verbe créateur, nous explique qu'en fait, dans notre vie, on est libre, effectivement, de choisir d'emprunter le chemin des ornières, et c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Par contre, ça implique un certain nombre de choses, mais on est libre aussi, si on le décide, d'élever notre regard et notre conscience et d'aller dans une autre direction et d'agir en fonction de ses besoins propres. C'est pas bien, c'est pas mal, c'est un choix à un moment donné. Voilà un petit peu ce que je peux te dire par rapport à ça. Et donc l'idée de la séance, c'est de remettre la personne dans son Tao, c'est-à-dire de lui permettre à un moment donné, en élevant sa conscience par la compréhension de ce qui se joue dans sa vie et de ce que son histoire a généré dans sa vie, bah, soit de continuer dans les ornières sur lesquelles elle est allée en acceptant ce qui va se manifester, soit à un moment donné, peut-être, de s'autoriser à changer de direction, à changer de mode d'action et de faire en fonction d'elle-même et pas en fonction des injonctions du monde extérieur. Voilà. Ouais. Voilà, donc ce pictogramme du Tao, si tu veux, voilà, il explique un petit peu la différence entre l'approche orientale actuelle où on est sur des notions très floues en fait. Voilà, c'est vrai que la plupart, quand on parle du Tao, et même tu le vois dans certains ouvrages, enfin tu sais pas en fait, tu sais pas vraiment de quoi ça te parle, alors que les pictogrammes archaïques, dans l'absolu, ils sont plutôt très clairs en fait. Voilà. Mais par contre, ils ouvrent un champ de possibilités qui est dans le non-jugement et qui est dans une liberté totale. La seule contrainte, si tu veux, que tu as dans cette liberté totale, c'est la contrainte de l'incarnation, la contrainte de la matière, qui à un moment donné va quand même te poser certaines limites. Voilà. Ne serait-ce que ta limite corporelle propre, voilà, qui est Ouais. la première limite qu'on rencontre. Et puis après, il y a toutes les limites du champ incarné. Mais malgré tout, à travers ces limites-là, on a quand même un champ de liberté, hein, et un champ d'action qui est quand même très très vaste, en fait. Et Ouais. donc, on est libre à chaque moment et à chaque instant de sa vie de prendre la direction qui nous convient. Voilà. Un autre exemple, si tu veux, par rapport à ça, on va prendre un exemple très simple d'un point d'acupuncture. Un super connu qui est le 1 du Rhin. Alors, le 1 du Rhin, il est beaucoup travaillé en acupuncture, il est beaucoup travaillé dans les styles de shiatsu, etc. Donc, en médecine chinoise actuelle, il a toute une liste voilà, d'actions, d'indications diverses et variées. Suivant certains autres systèmes de référentiels, c'est le point de dispersion du rein, etc., etc. En médecine chinoise antique, c'est pas ça. Quand tu regardes le pictogramme archaïque du 1 du Rhin, tu as le dessin d'eau qui circule. D'accord? C'est ce qu'on appelle la clé de l'eau, qui représente une source. Voilà, mais ce n'est pas une source extérieure, c'est une source intérieure. Et puis, tu as à côté de cette source, tu as une main qui passe comme ça par en dessous. On voit qu'il y a un mouvement d'une main qui passe en dessous pour porter et supporter quelque chose. Et qu'est-ce que cette main porte et supporte? Elle porte un contenant. Et dans ce contenant, tu as de la terre, et dans cette terre jaillit quelque chose. Certains y voient une fleur, d'autres y voient un individu. Et à côté de ce pictogramme-là, tu as quelque chose qui représente un jaillissement de vie. Hein. On dit que c'est une source jaillissante. C'est comme ça que c'est traduit. Et c'est pareil, cette traduction ne veut rien dire, en fait. Qu'est-ce que nous dit le 1 du Rhin? Il nous dit qu'en fait, en allant te connecter à ta source, tu vas créer un point de soutien intérieur, interne, qui va permettre à la vie d'avoir un support stable on va dire, d'appui, d'accord? Une stabilité d'appui qui va permettre à cette vie de germer, qui va te permettre à toi de croître et de grandir, et que c'est ça qui va faire jaillir la vie. Ce qui fait que le 1 du Rhin devient un grand point de sécurité. Il est sous le pied, il permet un ancrage au sol, il permet deux appuis au sol. La Terre nous soutient comme cette main qu'on voit véritablement sur ce pictogramme, qui soutient quelque chose en croissance. Et c'est un point qui va amener une sécurité intérieure, c'est-à-dire une sécurité structurelle de fond à la personne
sur lequel elle va pouvoir s'appuyer. On a le rein droit et on a le rein gauche, donc on a deux champs d'appui profonds et qui sont portés par ce point. Donc on n'est plus sur le point bois du rein, on n'est plus sur le point de dispersion du rein, on n'est plus sur un point qui a tout un tas d'indications thérapeutiques, on est sur un point qu'on va travailler chez des personnes qui ont besoin de sécurité. Voilà, qui ont besoin de ce rapport à la terre, de ce rapport au sol, de ce rapport sécure au sol, pour justement pouvoir continuer une croissance et pouvoir continuer une évolution. Et ça marche aussi pour tous les points d'accu. Donc les points ne seront plus utilisés pour on va dire, sur une dimension énergétique ou symptomatique, ils seront utilisés au niveau symbolique. Et Oui. en fait, en allant travailler le 1 du rein chez quelqu'un, on réinforme le système. On lui dit, tu vas chercher cette sécurité en toi, va trouver cette sécurité en toi. Tu ne l'as pas trouvée à l'extérieur, tu t'es fait quitter, ton conjoint ou ton conjointe est parti, tes parents sont décédés, tes enfants ont quitté la maison, etc. Tous tes champs de sécurité externe, tu as perdu ton emploi. Voilà. On le voit dans le burn-out, il y a toute cette dimension sécuritaire interne qui explose, qui vole en éclats, et c'est ce qui fait que tout s'effondre. Et on voit bien que tous ces aspects extérieurs dans lesquels on recherche une sécurité et des points d'appui, ça peut disparaître du jour au lendemain. Donc la seule sécurité finalement sur laquelle on pourra s'appuyer tout le temps, c'est une sécurité interne. Donc c'est encore une fois une invitation à revenir à l'intérieur de soi et d'aller travailler ce point-là, va inviter la personne, va réinformer son système en lui disant, va pas chercher à l'extérieur ce que tu as déjà à l'intérieur. Donc reconstruis-le à l'intérieur. Et par effet collatéral énergétique, il y a tout un tas de dimensions énergétiques qui vont se mettre en œuvre à l'intérieur de la personne. Ça va aller avoir une action structurelle sur le rein, une action fonctionnelle sur le rein, et la personne va progressivement, parce que c'est quand même un petit peu long, hein, c'est pas magique, mais va progressivement se reconstituer cette sécurité intérieure pour tenir debout et avancer dans sa vie. Ce qui fait que l'autre, quand elle rencontrera l'autre et se mettra en lien avec l'autre, elle ne recherchera plus un pilier sur lequel s'appuyer, mais il y aura véritablement une relation qui sera plus de l'ordre de l'équilibre. Voilà. Donc il y aura moins de projections, de peur, d'attente sur ce champ-là. Oui. Voilà en gros comment ça fonctionne et comment on va dialoguer avec le corps et comment on va, si tu veux, rééquilibrer le corps. C'est un des premiers points que j'interroge et quand il résonne, tu sais que la problématique de la personne et que tout le reste n'est qu'une déclinaison de ce premier point. Est-ce qu'elle est insécure sur un champ référentiel plutôt masculin? Est-ce qu'elle est insécure sur un champ référentiel archétypique plutôt féminin? Et partant de là, bah, le reste est une déclinaison, quoi, tout simplement. Voilà. Donc voilà, les exemples concrets permettent de voir quelle différence il peut y avoir entre un travail de point en médecine chinoise actuelle, entre une conception philosophique telle que le Tao en médecine chinoise actuelle et ce que la médecine chinoise antique nous apporte. Donc en fait, ça ne va pas à l'encontre d'eux, mais c'est un enrichissement. En fait, on enrichit une base qu'on peut déjà avoir, en fait, tout simplement, Oui. par la compréhension du symbole. Et pour en revenir justement au dialogue avec le Ouais, corps, ça peut paraître peut-être un petit peu flou pour les ouais, personnes qui n'ont jamais vécu de séance, ouais. mais en fait c'est extrêmement concret parce que quand tu nous as dit tu vas palper, donc tu appuies Oui. sur certains Mm, points, ces mm, points révélateurs sur le corps, mm. et en fait ce dialogue, comment tu entres en dialogue avec le corps en fait? Tu as un ressenti ou qu'est-ce qui se passe? Alors non, j'ai pas de ressenti. Alors si, j'en ai peut-être un, mais en tout cas, je l'utilise pas là-dedans. C'est très concret et c'est ultra basique en fait. Léonard de Vinci a dit que la sophistication se cachait dans la simplicité. Voilà. Et effectivement, on est sur un outil qui est d'une simplicité enfantine et d'une élaboration beaucoup plus complexe que ça. Mais en fait, c'est simple. Je vais appuyer sur des points d'une manière très basique et je vais juste demander à la personne ce qu'elle ressent. C'est elle qui me dit, c'est pas moi. Voilà. Moi, j'ai mes filtres, moi, j'ai tout un tas de choses. C'est pas moi qui m'intéresse, c'est ce qui m'intéresse, c'est ce que le corps de l'autre me dit. Donc, c'est l'autre qui va me dire. Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça la soulage? Ou est-ce qu'elle ressent rien? Basta. Voilà. Parce que ça lui fait mal. Ouais. Est-ce que ça lui fait mal? Est-ce que ça lui fait du bien? Pardon. Ou est-ce qu'elle ne ressent rien? Voilà. On a trois indications possibles. Voilà. Et en fonction de ça, on se débrouille parce qu'on sait ce que le point veut, en fait, en fonction de ce qu'il nous dit. Donc, ouais, ouais, c'est très concret.
c'est très incarné et surtout ça passe par le filtre du corps de l'autre. Voilà, c'est le corps véritablement de l'autre qui nous parle. C'est pas mon ressenti, c'est pas j'estime que, c'est vraiment je te pose une question, réponds-moi et tu as trois manières de me répondre. Voilà. Et donc la Mm. personne le verbalise. Donc c'est très 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 basique. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment ça, hein, pour expliquer le Ouais. dialogue. On pose la question à l'autre et c'est l'autre qui nous Exactement. répond, hein. Exactement. C'est pas Mais nous moi, qui moi, allons. ça m'a vraiment déstabilisé au début quand j'ai vu ça, parce que j'avais des outils d'objectivation alors qui passaient par l'entretien verbal, mais il y avait la prise de pouls. Il n'y a rien de plus subjectif qu'une prise de pouls, en fait, très, très, très clairement. Et puis, il y avait d'autres outils d'analyse qui sont plus ou moins subjectifs. Mais là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça ne peut pas être si simple. Bah, c'est venu complètement ébranler tout un système de croyances, hein, que ça devait être compliqué, que l'information, on devait aller la chercher par des ressentis, par des biais analytiques, etc. Et là, je me retrouve face à un outil, parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le docteur Mestralet, quand je l'ai rencontré, il avait plus de 80 ans. Donc il avait allez, plus de 40 ans de pratique de la médecine chinoise antique, à raison de entre 20 et 30 patientes par jour, ce qui était énorme, hein, quand même, avec une renommée sur Lyon et sur la région, juste en appuyant sur des points. Donc, mais là ça a été juste. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais écoute, tu risques quoi à essayer? Et là, ça a été assez bluffant. Et c'est en fait en mettant en place ce système de palpation que derrière, j'ai mis en place le système de lecture du corps. Parce que ça n'existait pas, en fait. Ouais. Voilà, il n'en parlait pas, lui, il n'en parlait pas. L'avier, en plus, ne fonctionnait pas non plus véritablement comme ça. Sauf que moi, il y a un moment donné, ben voilà, je sais pas, c'est venu comme ça. Je me suis dit, quand un point me parle, c'est un symbole. Donc au début, je faisais du point par point. C'était un peu comme quand tu apprends à lire, hein, tu fais du mot par mot et la phrase est un petit peu saccadée, hein, voilà. Et des fois, il n'y a pas trop de verbes. On comprend globalement. Et puis après, avec l'expérience et la pratique, tu te rends compte que bah ouais, il y a une phrase qui est en train de se dessiner. Et au début, ça a été purement empirique, c'est-à-dire que j'ai essayé, j'ai posé la question à la personne. Et là, j'ai été assez troublé de me rendre compte que ça collait. Donc une fois, deux fois, puis après, bah, voilà, je l'ai fait systématiquement. Et c'est comme ça qu'est née véritablement cette lecture corporelle. Et je me rends compte qu'effectivement, la personne se reconnaît et reconnaît certains champs de vie bah, à travers ce que le corps dit. Et en même temps, c'est elles qui me l'ont déjà dit. Donc en fait, je ne fais que leur reverbaliser quelque chose qui m'ont dit, qu'elles peuvent réintégrer consciemment et mentalement à leur histoire. Et effectivement, tu ouvres un dialogue en 5 minutes, voilà, sur des champs profonds, sur des champs de blessures profonds, sur des choses que des fois les personnes n'ont jamais dit véritablement à personne et qu'elles te livrent parce qu'en fait, elles te l'ont déjà livré sans le savoir. Donc elles le verbalisent et là, ça ouvre la porte, en fait. Voilà, tout Mm. simplement. Donc c'est comme ça que ça s'est mis en place et par un système effectivement d'objectivation du déséquilibre qui est extrêmement basique. Voilà. Très, très Ouais. basique. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que la personne vient avec une thématique Oui, en séance, oui, mais en fait, le corps va nous dire ben, dans l'instant, dans la séance, oui, exactement de quoi il a besoin. oui, c'est Donc, ça. on a même, enfin, c'est pas qu'on n'a plus besoin de chercher, mais quasiment, en fait. Il nous dit, j'ai besoin de ça. Hmm. Et toi, ton job, enfin, du coup, le travail du praticien derrière, ça va être exactement d'aller rééquilibrer là où le corps en a besoin. Exactement. Tu te mets au service du corps, en fait. Et oui, tu as raison, il y a presque plus d'analyse, en fait. En fait, nous, l'état d'esprit, quand on reçoit quelqu'un, c'est ce que je te disais, c'est la page blanche. Voilà. La personne, elle va commencer à te donner des bribes de sa biographie et de son histoire, et après, toi, tu te mets au service du corps et tu lui donnes ce dont il a besoin, tout simplement. Voilà. C'est facilitant. C'est Hmm. vraiment facilitant. La seule, là où ça devient un tout petit peu plus complexe, mais enfin, entre guillemets, parce qu'avec la pratique, ça se met en place, c'est comme tout, c'est la retranscription symbolique des messages du corps. Ça nécessite de comprendre les points et de connaître le symbole du point. Et quelque part de se laisser inspirer aussi par une part de poésie de ce que le corps essaye de te dire.
Mais si tu y vas sans a priori, sans dire, oh là là, il faut absolument que je fasse tel point, ou il faut absolument que je trouve quel point faire, en fait, le corps te le dit. Si tu l'écoutes, il te le dit. Mais il faut juste l'écouter. Sauf Mm. qu'on ne l'écoute plus. Voilà, on pense que c'est le praticien qui doit savoir. Mais le praticien, il ne doit pas savoir. Le praticien, il doit écouter. Voilà, il doit écouter le corps de l'autre, il doit écouter la demande de l'autre, il doit écouter le déséquilibre de l'autre, et surtout, il doit écouter ce que le corps lui demande de faire, parce que lui, il sait. Donc, c'est un abandon et c'est une vraie confiance dans le système et dans le système de vie, en fait, qui nous Mm. dépasse un petit peu. Mais tu vois, c'est ce que j'explique à des personnes en séance, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mais déjà, mais ne faites rien. En fait, ne faites rien. Laissez faire. Regarde, il y a un processus qui s'appelle la cicatrisation. La médecine actuelle n'arrive pas à expliquer comment un corps qui est blessé arrive à s'auto-guérir. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à l'expliquer que la cicatrisation ne marche pas. Mm. Voilà. La seule chose qu'il faut faire sur la cicatrisation, une fois qu'on a désinfecté la plaie, c'est laisser faire. La vie, elle fait son œuvre. Pour les plaies de l'âme, c'est pareil. C'est-à-dire que si on met le doigt tout le temps dans la plaie de l'âme, si on met le doigt tout le temps dans la blessure, si on la réinfecte en permanence, ça va être très compliqué que le processus cicatriciel de vie se mette en place. Parce que, encore une fois, dans cette logique chinoise, c'est comme dans la table d'émeraude, hein, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc le ciel et la terre sont un miroir et que ça se passe de la même manière. Donc si un corps peut se cicatriser et peut s'auto-guérir, sur d'autres niveaux plus subtils, ça se fait exactement de la même manière. Voilà. Donc en fait, on ne fait rien. On laisse faire. Nous, notre rôle de praticien, c'est d'écouter et de redonner la capacité au corps de le faire. Mais derrière, la personne, elle laisse faire. Voilà. Parce que si elle continue d'entretenir, si elle continue de machin, ça ne se refermera pas. Et puis, c'est pareil, j'insiste aussi sur le fait, bah, des fois, vous savez comment vous vous blessez. C'est-à-dire que voilà, il y a quelqu'un qui vous a mis un coup de couteau, ou alors vous êtes passé trop près de la poêle qui était chaude et vous vous êtes brûlé. Donc, vous connaissez l'origine de la brûlure, vous faites, ou de la coupure, vous faites ce qu'il faut, et ça cicatrise tout seul. Mais des fois, vous ne savez pas. Vous regardez votre bras, votre jambe, dit, bah tiens, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai un hématome. J'ai même pas senti que je m'étais cogné. Ou alors vous regardez, vous vous êtes coupé, vous l'avez à peine senti, et en fait vous ne savez pas comment vous vous êtes blessé. Ben, ça n'empêche pas le corps de cicatriser. C'est-à-dire que tu saches ou que tu ne saches pas, le corps cicatrisera. Et dans la vie de Mm. l'individu, c'est pareil. Des fois, elle est au courant de ses traumas. Ou alors, elle découvre ses traumas. Ça ne va pas l'empêcher de cicatriser. Et des fois, elle ne sait pas. Elle a des champs de souffrance, elle a des champs de mal-être, elle a des champs d'angoisse. Elle ne sait pas d'où ça vient. Ben, ce n'est pas grave. Le principe de vie fait que même si elle ne sait pas, elle pourra cicatriser à la condition qu'on redonne au corps la capacité de le faire et qu'on réinforme le corps sur le fait qu'il soit en capacité de le faire. Voilà, Mm. globalement. Des images très simples pour Ouais. expliquer un petit peu cette approche. Ouais. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'une fois que tu as donné l'explication du symbole, du Ouais, pictogramme à la fin, ben, tu redonnes en fait les cartes en main à la personne ouais, qui redevient actrice, enfin c'est ça. acteur, voilà, actrice de sa propre évolution. Oui, tout à fait. Donc Bah, ça, ouais. voilà, on n'est pas là pour prendre le pouvoir sur l'autre, on n'est pas là pour avoir un jeu de domination, un jeu de sachant. C'est-à-dire qu'encore une fois, moi, quand j'aborde quelqu'un, je ne suis pas celui qui sait. Je vais être celui qui écoute, en fait, et qui va Mm. retranscrire, parce que moi, j'ai des clés de retranscription que la personne n'a pas, mais moi, je ne la connais pas, l'histoire de la personne, je ne les connais pas, ses traumas, je suis pas là pour lui dire ce qu'elle doit faire, en fait, je ne suis pas dans sa vie, enfin, voilà, donc effectivement, c'est tout à fait ça. On lui redonne les clés, voilà, et c'est tout. Ouais. C'est déjà pas mal, hein, cela dit. Oui, Et déjà, rien que le niveau d'écoute est déjà pas mal. Ça fait une grande partie du travail. Voilà. c'est ça. On prend une bonne heure avec la personne, hein, donc on lui laisse du temps. Voilà, on lui laisse un espace d'expression, on lui laisse un espace d'écoute. Les gens parlent très peu, c'est pas grave. On leur laisse aussi un espace de silence. Ils ont le droit de ne pas vouloir parler, hein. On n'est pas là pour leur sortir les vers du nez. Il y en a, quand je leur fais la retranscription symbolique, tu vois qu'il y a un truc qui percute, mais ils n'ont pas forcément envie d'en parler. C'est pas grave. Mm. Voilà, l'important, c'est qu'ils comprennent. Le reste, voilà, c'est pas très grave. Oui. Mm.
Mais tu l'as dit, on leur donne les clés. Donc après, Exactement, c'est ce qu'ils ça, en font, ils ouvrent la porte ou pas, c'est ils ça, regardent, juste ils entrebâillent, ils ouvrent en grand, ils la laissent fermer. c'est En ça. fait, c'est une graine qui est semée et puis qui va pouvoir germer, mais à son rythme. Exactement, Donc, exactement. Exactement. En fonction de l'histoire de chacun, des peurs, des blocages, chez certains, c'est très rapide. Puis chez d'autres, bah, ça prendra un petit peu plus de temps. C'est pas très grave, en fait. L'important, c'est que ça avance. Voilà, le temps, on, on se dirige vers, on tend vers, n'est-ce pas? c'est ça, c'est Voilà. ça. Parce que l'idée, c'est que pas que les personnes se culpabilisent non plus. Ah, mais non, Toutes nos histoires, c'est des stratégies d'adaptation, hein. exactement. C'est pour nous protéger, pour pouvoir avancer du mieux possible. Mm, Donc parfois, effectivement, eh ben, sur une séance comme ça, il y a des choses qui sont levées. oui, Est-ce qu'on est capable de les lâcher tout de suite ou mm, pas? Ça fera son chemin. c'est Ça ça. fera son chemin C'est tranquillement. c'est exactement ça. Et puis l'idée, c'est que la personne comprenne qu'en fait, elle ne s'est pas trompée, elle a pas à se culpabiliser, elle a vécu des expériences. Et cette notion d'expérience, elle est très centrale en Orient, parce qu'on est sur des gens qui étaient très pragmatiques, hein. La médecine chinoise antique, elle est née, alors elle a une origine chamanique, mais elle est surtout née dans un peuple de paysans, hein, dans le bon sens du terme. Fallait que ce soit facile, fallait que ce soit pragmatique, fallait que ça corresponde à quelque chose de très terrien, en fait, véritablement. Et donc, effectivement, ça peut prendre du temps et on fait ce qu'on peut et on n'a pas à se culpabiliser et on s'adapte. Et tout ce qu'on rencontre sur le chemin de la vie sont des expériences. Euh, c'est Mandela qui disait, il a vraiment une phrase magnifique par rapport à ça. Et quand tu vois sa vie, ça prend encore une autre dimension. Il disait dans la vie, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Et c'est ça que j'essaye de faire comprendre à la personne qui est en face, c'est soit elle gagne, soit elle apprend. Elle se trompe Mm. pas, elle apprend. Voilà. Et ça devrait presque s'inscrire au burin comme un mantra à l'intérieur de soi. C'est dans la vie, soit on gagne, soit on apprend, tout simplement. Voilà. Ouais. Donc effectivement, la déculpabilisation est importante parce que ça permet de se réapproprier son histoire avec un petit peu plus de bienveillance vis-à-vis de soi. Alors bienveillance dans le bon sens du terme, hein, pas le terme galvaudé comme il est maintenant, mais parce que ça fait quand même du bien d'être tolérant vis-à-vis de soi et que finalement, c'est peut-être pas si mal débrouillé que ça, puisqu'on est là au jour d'aujourd'hui. Donc, finalement, c'est peut-être pas si terrible que ça. Ça a été traumatisant, ça a fait mal, mais en même temps, ça permet d'être la personne qu'on est là et qui continue de cheminer, qui se pose maintenant peut-être les bonnes questions qu'elle ne s'est pas posées avant. Donc, on est la résultante de cette histoire et tout simplement. Donc, c'est vrai qu'une séance euh, on s'attend souvent quand on se dit on va recevoir une séance de shiatsu, on en a parlé aussi au cours des différentes Hum, interventions, eh bien, au bien-être, à la relaxation, hum, enfin voilà, oui, à cet effet-là. Euh, Avec tes séances, on est vraiment, on arrive plus dans la lecture en fait de soi, de notre histoire. hum, oui, Hein, tout à c'est, fait, tout à fait. on sort peut-être, alors oui, tu utilises effectivement le shiatsu et puis tu l'enseignes encore dans Hum, tes formations, ouais. mais on arrive vraiment aussi, alors le shiatsu sert à préparer le corps en fait, Oui, c'est à exactement ça. recevoir les messages. Ouais, tout à fait. Euh, Hum, tout à c'est fait. surtout comme ça, hein. Oui, bah, c'est vrai qu'après, tu le disais un peu tout à l'heure, mais il y a différentes approches de Mm. shiatsu et chacune a sa raison d'être et rentre en résonance avec la sensibilité du praticien. Moi, c'est vrai que, et je vais parler que pour moi, si je me suis lancé là-dedans, c'était pas vraiment pour être dans une optique de bien-être. Même si elle en fait partie, j'avais envie d'aller plus loin. Donc c'est cette résonance-là et c'est cette sensibilité-là aussi qui fait que suis dirigé vers ces dimensions, bah, tout d'abord de l'énergétique chinoise via les 5 éléments, et ensuite vers la médecine chinoise antique, même si la détente fait partie du jeu, dans la mesure où un corps détendu va permettre une meilleure circulation de l'information. Donc voilà, et j'apprécie aussi beaucoup les styles de Shiatsu qui ont une vision plus globale, peut-être moins précise, mais c'est pas grave, encore une fois, mais qui va amener d'autres choses à la personne. Et je pense que c'est pareil, les gens qui viennent nous voir, bah, en fonction de la sensibilité de chacun et de la recherche de chacun, bah, va aller voir plutôt tel praticien ou tel autre, quoi. Voilà. Et c'est vrai que Mm. moi, dans ma démarche première, j'étais plus sur cette optique
de rééquilibrage et de réinformation plutôt qu'une optique globale de bien-être et de détente. Mais ça m'appartient, quoi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu aurais un exemple peut-être à nous partager de séance avec une lecture symbolique pour que les gens puissent, les personnes puissent vraiment appréhender ce que... Ah, Alors je sais que t'en as tu me prends plein, de plein, court, mais... Muriel. Euh, oui, 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 on peut prendre un exemple. Tiens, voilà. Euh, Il y a une jeune fille, 17 ans, qui m'a été envoyée par une ancienne stagiaire qui travaille donc à l'hôpital psychiatrique du Vinatier. Et cette jeune fille a été hospitalisée pour une deuxième tentative de suicide. D'accord? Donc, elle m'a été envoyée après ça. Donc, elle vient avec sa mère. Donc, on fait un petit bilan. Euh, Dépressive depuis globalement l'âge de 7-8 ans. Une première tentative de suicide, elle avait, je sais pas, une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et la deuxième, à 17 ans, 2 mois avant que je la reçoive en séance. Voilà. Dans ce qui m'avait été livré, elle a été jugée comme étant dépressive, avec un haut potentiel intellectuel à profil hétérogène, en phase éventuellement de recherche d'autres troubles neuroatypiques. Et globalement, voilà. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé et pourquoi elle avait justement fait cette tentative de suicide, bah, elle me dit, bah voilà, j'ai une rupture sentimentale et je l'ai très mal vécue, etc., etc. Je dis OK. Et la première, c'est une phase où j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment très en bas parce que mon grand-père était malade. OK. Voilà. Donc, va t'allonger. Donc, on fait la séance. Je palpe les points, etc. Et là, il y a des points qui résonnent, en fait. Et donc, elle se rassoit. Et je lui dis, écoute, manifestement, elle avait beaucoup de points à gauche, hein. Donc la gauche est plutôt en relation, enfin plutôt est en relation avec le masculin. Elle avait un point qui parlait du lien filial au masculin. Elle avait un point qui nous expliquait qu'elle était rongée par une souffrance de fond générée par le masculin qui la carbonisait de l'intérieur et l'empêchait d'avancer dans la vie, que ça l'éloignait d'elle-même, qu'elle avait des plaies non cicatrisées. En gros, pour faire simple, c'est ça, et que tout ça était une épreuve qui lui générait beaucoup d'émotions. Ça, c'est les points qui ont résonné. Donc, je lui décrypte ça, et là, elle me dit, ben oui, en fait, j'ai pas de père. Je dis, ok. Elle dit en fait, mon père, qui était un homme violent, est parti, je sais pas, elle devait avoir 1 an, quoi, quelque chose comme ça. Et donc, parti sans donner de nouvelles, hein, véritablement. Donc, abandon, vécu de trahison. Donc, sa mère s'est beaucoup occupée d'elle et elle est allée vivre chez ses grands-parents maternels avec sa mère. Et donc, comme me dit sa mère, je lui ai recréé un cocon, hein, voilà. Sauf que, qu'est-ce qu'on note? Vécu d'abandon et trahison de la part du masculin. Première dépression, en fait, il s'est avéré qu'elle a fait sa dépression quand elle a revu son père vers 7-8 ans. Première tentative de suicide quand son grand-père, oui c'est ça, c'est quand son grand-père, qui était son père de substitution, a failli mourir. Et deuxième tentative, quand son chéri l'a quitté. Donc on voit que le rapport au masculin, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui résonne symboliquement sur l'abandon ou la trahison, l'amène de plus en plus, de plus en plus loin. Donc ça, c'était son histoire. Et j'ai continué à lui dire, oui, mais en fait, il va falloir qu'on aborde ton problème de 2 manières. C'est-à-dire que ton corps me parle de ton histoire, mais il y a aussi ton état d'être. C'est-à-dire que le profil neuroatypique, donc diagnostiqué, hein, véritablement, pas fantasmé, va pas faciliter le vécu de ton histoire.
c'est une hypersensible qui vit les émotions de manière littéralement exacerbée, ce qui l'amène complètement au fond et ce qui l'amène aussi à faire des gros appels au secours. C'est une gamine qui est super intelligente, qui tabule très très vite, sauf que ça la met dans un état émotionnel flamboyant tout le temps. Donc en fait, j'étais face à un cas où il y a deux aspects, l'aspect Mm. historique et l'aspect état d'être. Et en fait, voilà, c'est ce que je lui ai dit, bah, je vais t'aborder sous ces deux aspects-là. On va aller travailler ton histoire, elle est aussi suivie au niveau psychologique et psychiatrique. On va aller travailler ton histoire, mais on va aussi aller travailler ton état d'être. Voilà. En gros, Mm. ce que le corps peut amener à comprendre, parce qu'en fait, ça peut paraître étrange dit comme ça, mais elle n'avait pas fait le lien que ces dépressions, tentatives de suicide, n'étaient qu'une résonance du vécu originel d'abandon. Et quand le corps te dit que oui, mais c'est dans le lien filial au masculin qui a généré une souffrance de fond qui te ronge encore, etc., en fait, tout a été dit, si tu veux. Ouais. Voilà. Elle, ça a ouvert le dialogue. Ça n'a pas pris longtemps. Elle avait juste eu besoin de me dire, bah oui, mon père, machin, les relations sont très compliquées. Tout a été posé, en fait. Il n'y a pas besoin de 15 ans de psychanalyse. Et puis l'idée, c'est pas de la faire rabâcher ça pendant 50 000 ans. Son histoire, elle la connaît. Son corps dit qu'en plus de la connaître, ça la fait souffrir en profondeur. Eh ben, on va écouter le corps et on va lui permettre d'aller de l'avant et progressivement de cicatriser la plaie et de dépasser ça. Voilà un Mm. exemple concret. On l'a aussi sur des problématiques d'infertilité. J'en ai vraiment beaucoup et de plus en plus. Mais chaque femme a l'origine de son problème et qui est vraiment différente d'une femme à l'autre. Et le corps va nous orienter. Chez certaines, ça appartient à des maltraitances dans l'enfance. Chez d'autres, on est carrément sur du transgénérationnel. Chez d'autres, on est sur de l'intra-utérin. Chez d'autres, on est sur des fausses couches avant qui ne sont pas passées et qui ne laissent pas la place au futur bébé qui veut arriver. En fait, on ne sait pas. Voilà, donc Ouais. on interroge le corps et c'est le corps qui nous oriente sur le problème à traiter, en fait. Voilà, Mm. un exemple concret. Mm. Euh, donc toi, c'est ce que tu enseignes au CRESEC. Ouais, Donc il y a une formation complète en 4 ans pour les oui, personnes qui veulent se former en shiatsu et en médecine chinoise antique avec oui, cette lecture des points. oui, tout à fait. Et je crois aussi que tu as fait un module avec uniquement la lecture des points. Oui, alors en Alors fait, si tu peux donc nous présenter effectivement, un oui, petit peu. tout à fait. Donc il y a plusieurs formations. Il y a effectivement la formation en shiatsu et médecine chinoise antique qui est sur 4 ans, avec une cinquième année avec des postgraduates, mais où on aborde tout ce dont on a parlé, en fait. Mm. D'accord. Donc les Mm. techniques shiatsu et toute la base théorique de la médecine chinoise antique. Et puis, comme le docteur Mestralet arrête son enseignement, euh, et que j'ai un petit peu la charge de continuer quand même, l'idée c'était de voir comment je pouvais le transmettre. Parce que moi, quand même, et je l'ai dit, mais très honnêtement, j'ai pu l'accueillir parce que j'avais une base avant. Et je vois bien que les médecins qu'il a formés, qui n'ont pas de base sur ces champs-là, c'est un peu déstabilisant. Voilà. Donc, j'ai mis en place une formation, alors maintenant j'appelle ça en bioénergétique chinoise antique. J'ai enlevé le terme médecine chinoise parce que c'est un petit hommage à la vie aussi, hein. On relance un mouvement de vie, donc c'est de la Mm. bioénergétique. Et donc qui est soit destiné aux professionnels, soit destiné aux gens qui ne veulent pas forcément faire de shiatsu, mais avoir un outil à disposition pour travailler sur le corps. Donc c'est ouvert à tous les praticiens shiatsu, praticiens en médecine traditionnelle chinoise, ostéo, kinésio, kiné, chiropracteur, éthiopathe, médecin acupuncteur, médecin généraliste, qui veulent rajouter à une technique qu'ils ont déjà des outils complémentaires. Un ostéo qui ne travaille que sur la dimension physiologique, l'idée c'est qu'il rajoute aussi par une petite technique qu'il intégrera à sa pratique avec une palpation de points qui ne dure pas plus d'une minute trente, une dimension émotionnelle et une dimension psychologique pour potentialiser son travail. Un Mm. médecin acupuncteur, pareil. Un psychologue, pareil. C'est ouvert aux psychologues et aux psychiatres. Le psychologue, il peut très bien faire son travail au niveau du ciel, au niveau de l'esprit, au niveau de l'histoire, sans oublier la dimension émotionnelle et psychologique qu'il pourrait rajouter dans sa pratique. Donc ça, c'est une formation qui va se faire
Elle commence septembre 2025, là, donc ça arrive sur 4 sessions de 3 jours. Donc j'ai D'accord. synthétisé véritablement. Je pars du principe que les gens ont une base. Je pars du principe qu'ils ont un outil qui est à eux et il n'est pas question d'en changer. Je pars du principe qu'on est sur des techniques qui peuvent s'intégrer véritablement à toutes les autres pratiques, quelles qu'elles soient. Je vais juste amener les bases de compréhension du système. Et il y a un module pratique dans ces 4 modules où je vais leur apprendre justement à interroger le corps, à placer les points et à travailler les points de manière très douce. Voilà. Mhm. Et puis, pour des gens qui veulent uniquement être praticiens en bioénergétique chinoise antique, ce sera plus long. On aura cette base, cette même base-là, et on rajoutera de l'anatomie, de la physiopathologie en plus. Et puis après, D'accord. il y a encore des modules en plus, mais pour ceux qui veulent aller plus loin, de lecture de points complémentaires, etc. Voilà. Mhm. Donc, le cursus shiatsu et médecine chinoise antique sur 4 ans, et puis le cursus en bioénergétique chinoise antique sur 4 sessions de 3 jours pour les professionnels déjà formés. Et puis ça fait quoi sur 1 an et demi globalement, 1 an et demi, 2 ans pour ceux qui n'ont aucun outil à leur disposition. Voilà. D'accord. Et puis bah, pour les praticiens shiatsu, il y a d'autres modules qui sont proposés. Il y a le module de Kototama qui est proposé en complémentarité. Il y a un module sur les 5 principes et justement sur l'analyse symbolique des points antiques qui peuvent aussi rejoindre et intégrer. Ils gardent leur base de travail, c'est juste rajouter des points et une compréhension de système en fait. Voilà. Mhm. On est sur quelque chose de systémique où ça ne bouleverse pas notre pratique, ça l'enrichit, tout simplement. L'idée, c'est Ouais. d'amener de l'enrichissement. Voilà. Un petit peu ce que je propose, plus le cursus d'aromathérapie, où on ne fait pas du tout d'initiation et de présentation, c'est uniquement une présentation de l'aromathérapie au niveau professionnel. Voilà. Sur D'accord. 6 jours pour l'aspect biochimique et moléculaire, et 3 jours sur l'approche symbolico-olfactive des huiles. D'accord. Voilà, tout simplement. En gros, ce que je peux dire sur la formation. Après, voilà, toutes les infos sont sur mon site qui doit être en lien. Et puis après, sinon, si les gens ont des questions, ils peuvent me contacter directement. Est-ce que j'allais dire, je vais noter dans le chat, mais est-ce que tu pourrais noter dans le chat, il y a Hélène qui nous demande les références, tu sais, des auteurs pour les pictogrammes archaïques. Donc, il y avait le dictionnaire Vigueur. Ouais, le dictionnaire Vigueur des pictogrammes archaïques. Donc, Vigueur, c'est W-I-E-G-E-R. Voilà. On a l'idiot chinois de Kirill, K-Y-R-I-L, Rijik. R-Y-J-I-K, je crois. Et puis, bouge pas. Je reviens, ça ne se fait pas. Donc, le dictionnaire des pictogrammes archaïques, c'est celui-là. D'accord. Voilà, avec, bah voilà comment ça se présente. C'est un voyage, hein. Et vous en avez un qui est très bien aussi, c'est le chant du cygne de Paul Morel. Alors, Petit jeu de mots intéressant. Paul Morel, ok. Voilà. Et Et puis, celui que tu as dit juste avant, là, parce que j'ai pas eu le temps de euh, noter, c'est l'idiot, l'idiot chinois de Kirill Rijik. l'idiot comme un idiot. Comme un idiot, ouais. Ok, Oui, c'est pareil, c'est du second degré, hein, mais vous voyez, dans le champ du cygne, notamment, voilà, on part sur des analyses pictographiques. Voilà. d'accord. Donc ça, c'est pour ceux qui sont chercheurs dans l'âme. Et puis, vous avez quand même malgré tout un classique parce qu'il a fait un beau travail. C'est celui-là. Alors, vous contrôlerez l'orthographe, j'ai mis Kirill Ridjik, Ouais, Kirill Rijik, ouais. c'est ça. Ouais, et qui Euh, est donc le ouais, et l'esprit fameux des points. esprit des points, où il n'y a pas vraiment l'esprit, mais bon, permet un peu trop, le titre est un peu trompeur, de Philippe Laurent. Mais là où Philippe Laurent a fait un gros travail, pour ceux qui n'arrivent pas à se procurer le vigueur, c'est qu'en fait, pour chaque point, il met les pictogrammes archaïques avec la définition de la glose que vous trouvez dans le vigueur.
Vous n'avez pas les fonctions, vous n'avez pas le Tao, vous n'avez pas tout un tas de choses, mais au moins vous avez, pour les 361 points, puis lui il a rajouté les points hors méridien, vous avez les pictogrammes. Voilà. Donc quand on ne trouve pas le vigueur, c'est une belle base aussi. Mhm. Et vous avez le pictogramme aussi suivant son évolution. Voilà, donc vous avez tout un lexique qui vous explique comment vous en servir. Et effectivement, à minima pour ça, c'est vraiment un ouvrage de référence sur ces champs-là, quoi. Voilà. Ok. La base reste le vigueur, mais au moins, voilà, après, on fait ce qu'on peut. Alors si, le vigueur, pardon, vous le trouvez sur Internet en PDF. D'accord. Oui, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le dire tout de suite. Quitte à ne pas dépenser 500 euros dans un dictionnaire, vous tapez dictionnaire étymologique Léon Vigueur, c'était un jésuite, hein, et vous allez le trouver en PDF. Sinon, je t'enverrai le lien où je sais pas où je pourrais le mettre, mais Mm. Ouais, tu pourras voilà. me l'envoyer, comme ça je le Ouais, mettrai je te l'enverrai, sur la plateforme. tu le mettras. Ouais, complètement. Mm. Donc, il se trouve en PDF. Pas super pratique de comment, D'accès. de Mm. lire sur un écran, mais bon, c'est mieux que rien. Voilà. Ouais. Alors après, le dictionnaire Vigueur, et c'est compliqué, hein. Il est par entrée du nombre de barres. Voilà. Donc, je t'enverrai peut-être un lien d'un site qui est un site créé par les anciens élèves de Jacques Lavier qui explique comment se servir du dictionnaire Léon Vigueur. Ah, mais tu sais, il faut être motivé, hein, Oui. ça vient pas comme ça, hein, voilà. Mais c'est passionnant. En fait, ça ouvre un monde infini, en fait. Et ça ouvre surtout à une transversalité de culture, une transversalité de systèmes. C'est pas parce qu'on parle de système chinois que c'est que chinois. C'est un système que j'ai enrichi avec les lettres hébraïques, avec l'apport d'Annick de Souzenel, puis avec différents autres apports culturels. Je ne me suis pas contenté de rester enfermé dans un truc complètement chinois. Les bouquins de Jung et les écrits de Jung collent véritablement avec cette dimension antique. Donc en fait, c'est antique mais terriblement actuel. Et Mm. voilà, si on peut vraiment noter ça, c'est que c'est un système qui n'est pas enfermant. Mm. Voilà, c'est un système qui ouvre. Voilà, c'est le symbole de toute manière par essence ouvre. Voilà, les Chinois ont manifesté et ont capté ces symboles et les ont retranscrits, mais ça nous parle de quelque chose de totalement universel en fait. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment passionnant et riche, ce qui fait qu'on n'a jamais fini globalement. Voilà. On arrive doucement vers la fin Ouais. de cet entretien. Et justement, en mot de la fin, s'il y avait un mot, une phrase que tu aimerais nous partager, quel serait-il? Bah, je vais terminer sur la phrase que j'ai citée tout à l'heure, qui est celle de Mandela. N'oubliez jamais que dans la vie, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Hmm. Voilà. Ouais, elle m'a marqué celle-là. Et puis, non, soyez à l'écoute de vous, revenez vers vous, écoutez-vous, et puis, et une des clés, et c'est important de la partager aussi, et je l'ai souvent dit, mais docteur Mestralet, à un moment donné, nous disait, vous savez, le secret est dans l'enthousiasme. Parce que enthousiasme, dans l'étymologie, c'est antheosasma. Et antheosasma, c'est entrer dans le souffle divin, entrer dans le souffle de Dieu. Donc, essayez dans votre vie, il y a suffisamment de contraintes partout, comme ça, tout le temps. Essayez de faire des choses qui vous génèrent de l'enthousiasme et vous entrerez dans votre souffle divin. Voilà. Hmm. Donc, c'est un conseil que je donne beaucoup aux personnes justement qui me disent, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois faire ci? Pff, je fais ce que vous voulez en fait.
À partir du moment où ça vous génère de l'enthousiasme, moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous devez faire. Allez pas Oui. faire du qigong, du tai chi. Si pour vous, c'est une contrainte et que ça ne vous plaît pas, ce sera totalement contre-productif. Mangez votre carré de chocolat, allez vous promener dans la forêt, je ne sais pas moi, allez au cinéma, dessinez, faites du théâtre, de la peinture, enfin, faites ce que vous voulez, en fait, du tricot ou du macramé. Mais en tout cas, à partir du moment où ça génère de l'enthousiasme, faites-le par contre. Vous ne vous Mm. privez pas de le faire parce que c'est une des clés de la circulation de la vie aussi à l'intérieur de nous. Ouais. Voilà. Merci pour cette belle conclusion. Merci Euh, Muriel à toi de tout Est-ce ce que que tu tu as as des fait. actualités encore à partager? Bien écoute, non. Là, la fin d'année approche. Donc septembre, rentrée Shiatsu, rentrée bioénergétique chinoise antique, un stage de Kototama, mais ça je le mettrai sur les réseaux sociaux, je crois au mois d'octobre ou novembre. Il me semble qu'on Début novembre. l'a début novembre, bah voilà, stage de Kototama début novembre. Et puis pour l'instant, c'est à peu près tout. Ouais, je crois que c'est Ok. tout. Ouais, tout à fait. Bon. Donc tu vas profiter aussi de cet été pour du repos. Exactement. Voilà, je profite de l'été pour du repos. Les journées de consulte sont bien chargées et les sessions de formation aussi. Donc un break, ça fait du bien, ça fait du bien. Oui. Voilà. Et puis bah, pour un retour en septembre, voilà, en pleine forme. Ok. Merci beaucoup. Merci Merci Muriel pour tout ce que tu as fait. pour ce partage. Avec plaisir. Et merci à toutes les personnes qui étaient Merci à présentes aussi tous. et qui ont suivi tous ces entretiens. Moi, je vous donne rendez-vous à 11 heures encore pour la fin. Et voilà, merci beaucoup et bonne journée. Merci, bonne journée et bonne journée à tous. Et à très vite. Merci, À bientôt. à bientôt.